Bonjour à tous, nous allons commencer dans quelques instants. On va commencer dans 1 minute à peu près. Bien, donc bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Dessous de la veille, pour le mois de juillet 2023. Et donc nous allons faire un petit bilan du mois de juin précédent qui s'est achevé. Et comme je l'avais annoncé dans le teaser, je vais me focaliser sur deux ou trois points qui me semblent être les plus importants. Alors, bien entendu, je pense que ce qui a été, le phénomène le plus marquant du mois de juin, ça a été, les problématiques, qui sont, liées à Moovit. Donc Moovit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un MFT, c'est un Managed File Transfer, donc c'est un système de partage de fichiers, de transfert de données. Il s'est trouvé que tout à fait à la fin du mois de mai, entre le 29 et le 30, il y a eu un certain nombre de mouvements, qui ont été détectés. Et en fait, c'est une zero day qui a été exploitée, qui a donc, eu pour numéro CVE 2023, 34362, avec, un niveau, CVSS, égal à 9,8 sur 10, donc vraiment, quasiment, au maximum de ce qu'on pouvait faire. Au niveau EPSS, hein, le score, de prédictabilité, de l'exploitation de la vulnérabilité, ce que j'avais expliqué, le mois dernier. Au début, le score EPSS était relativement, faible et puis très vite il a cru, il a atteint les 40, puis 50, puis 70 et maintenant 80, simplement parce qu'il y a de fortes chances que cette vulnérabilité soit exploitée. Et quand on regarde, bah, concrètement, ce qui s'est passé, ça a effectivement été exploité. Et puis quelques, jours après, on a eu, 2 autres vulnérabilités qui ont été découvertes, niveau de gravité, à 9 points et 9,8, en termes de CVSS, donc des vulnérabilités critiques. Par contre, celles-là n'ont quasiment pas été exploitées, depuis qu'elles ont été, découvertes. C'est surtout la 34 362 qui a été exploitée. Alors qu'est-ce que c'est que ce logiciel, Movit? Qu'est-ce qui est derrière, tout ça? Bah, d'abord un point important, c'est si vous voulez avoir, tout de suite de l'information ou faire un suivi, fin de cette vulnérabilité, eh bien, l'éditeur qui s'appelle Progress Software a mis en place une page dans lequel il y a absolument tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin de savoir concernant cette vulnérabilité. Donc au niveau de cette vulnérabilité, au niveau de ce détail, il y a d'abord 2 logiciels qui existent. D'abord la solution, classique, Movit Transfer, et puis la version cloud qui existe aussi. Donc je vous ai mis ici les différents liens que vous pouvez, qui sont bien entendu des liens cliquables, qui vous permettent de retrouver la bonne information et savoir exactement où, récupérer les dernières nouvelles.
Ce qu'il faut quand même, savoir et je dirais pour la petite histoire, c'est que le logiciel, en question, Movit, en fait, c'est un logiciel qui existe depuis, le tout début des années, 2000. C'est une société qui s'appelait, Standard Networks, qui a créé ce logiciel, Movit. Cette société Smart Networks a été rachetée en 2008 par Ipswitch. Alors ceux qui se souviennent ou qui sont en informatique depuis une trentaine d'années doivent se souvenir de WSPing et WSFTP, qui étaient des logiciels qu'on a largement utilisés à l'époque, notamment WSFTP Server, qui était un des rares logiciels qui permettait d'avoir un vrai serveur FTP sur autre chose qu'un système sous Unix. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire, donc ça rappellera des souvenirs à certains, en tout cas moi ça m'en rappelle. Et puis, bien entendu, le rachat, par, Progress en 2019. Donc en gros, aujourd'hui, on a une solution, qui est gérée par Progress, mais qui a un historique d'à peu près une vingtaine d'années, derrière. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le contexte et puis, point, que je voulais aussi mentionner, c'est que, hier, nos amis de Progress Software ont mis à jour un petit élément d'information, qui permettait de faire le point sur l'état d'avancement, de la vulnérabilité et finalement de savoir, ce qui était fait, et quel était le statut. Donc ce qu'on voit, aujourd'hui, c'est que toutes les solutions pour patcher sont disponibles. Donc, elles ont été mises à disposition au fur et à mesure que le mois de juin s'écoulait, mais tout est disponible. Donc, a priori, aujourd'hui, il n'y a que, il suffit simplement d'appliquer les correctifs de sécurité et puis les problèmes devraient être résolus. Donc, bien entendu, ça c'est en théorie. En pratique, bah, il y a toujours des éléments qui font qu'on ne peut pas déployer un correctif rapidement. Et ceci dit, là, clairement, c'est quelque chose qui presse. Donc, si vous ne l'avez toujours pas fait depuis un mois que la vulnérabilité a commencé à être exploitée, je dirais qu'il est quand même grand temps. En gros, tout est disponible. Le correctif ou les correctifs ont été testés par tout un tas d'entreprises. Ils sont fiables. Donc, il y a peu de chances qu'il y ait des effets de bord. En tout état de cause, si vous voulez continuer à faire le suivi, vous avez, avec cette page qui est inscrite ici en gras, vous avez tous les éléments d'information. Donc voilà pour le premier point. Et puis, dans le teaser, ce que je vous disais aussi, c'est que, bah, il fallait se poser des questions sur, bah, qui était concerné. Et là, bah, finalement, il y a beaucoup de victimes, et par contre, on se rend compte qu'il y a 2 types de victimes. Alors d'abord, il faut bien comprendre, qui elles sont. Première famille, les utilisateurs de Movit. Donc les utilisateurs de Movit, eh bien, ils ont installé ça, il y a la vulnérabilité qui traîne, bon, bah, tout simplement, c'est exploité. Donc, ce que font les groupes d'attaquants, c'est qu'ils vont commencer à attaquer les points d'entrée et les serveurs Movit. Ils vont rebondir dessus pour rentrer chez vous. Donc, mouvement nord-sud. Et puis, une fois qu'ils sont rentrés au sein de l'entreprise, eh bien, ils vont commencer à effectuer des mouvements latéraux, donc en est-ouest. Donc voilà. Deux étapes, je rentre, je rebondis, je me latéralise et puis je compromets le réseau entier. Il y a tout un tas d'analyses de vulnérabilités qui ont été publiées concernant cette première vulnérabilité. Il y a Mandiant qui a été parmi les premiers à réagir. Il y a eu Rapid7 qui a fait des choses très intéressantes. Il y a Microsoft qui a identifié les premiers qu'il s'agissait de Club comme acteur de rançongiciel qui était derrière. Bien entendu, on a nos amis de Horizon 3 qui ont analysé la vulnérabilité et qui ont sorti un code d'exploitation qui ont mis à disposition, partant du principe que tout était disponible en termes de correctifs, donc ça devait être fait facilement. Et puis il y a aussi Greynoise qui a fait un certain nombre d'analyses de performance. Donc vous avez tout à fait en bas toute une liste de liens pour savoir exactement ce qui se passe et quels sont vraiment les tenants et les aboutissants de ces systèmes et de cette attaque. Il y a notamment le deuxième lien qui est un document qui a été publié par Mondiant qui explique comment finalement euh, durcir un environnement de type Movit de façon à éviter d'être victime, donc tout ce qui est durcissement hardelé, classique. Et puis, bah, ce qu'on voit aussi, c'est que, on continue à voir dans la presse, française et presse internationale, qu'il y a tout un tas de victimes qui continuent malheureusement à être, victimes de cette faille. Alors là, il faut bien comprendre qui est victime et bien entendu, il y a ceux qui utilisent,
et qui ont installé du Movit chez eux. Et puis, il y a les autres, c'est-à-dire tous les utilisateurs. Et les utilisateurs, eh bien, ça peut être presque n'importe quel client, n'importe quel partenaire d'une société qui a installé ce genre de logiciel. Donc, ces logiciels de transfert de fichiers, on a déjà vu depuis pas mal, depuis 3 ou 4 ans avec Acceleron, avec FileZen, ils sont ciblés de façon récurrente par les groupes d'attaquants. C'est vraiment une cible. Et c'est là où ça devient malheureusement intéressant, c'est que en regardant la liste des victimes, eh bien, on se rend compte qu'il y a des entreprises tierces qui ne l'ont pas installé, mais dont les utilisateurs, dont les métiers utilisaient la solution Movit. Et donc, ça revient à dire, eh bien, on va avoir des fuites de données, non pas parce que sa propre entreprise a été victime et a été attaquée, mais tout simplement parce que des données de mon entreprise ont été déposées sur un serveur Movit. Elles n'ont pas été nettoyées rapidement par ceux qui gèrent ces serveurs, et donc bah, elles sont récupérées par les attaquants. Donc c'est comme ça que finalement, sans compromission directe, certaines entreprises sont victimes de cette faille. Donc c'est un effet billard à 2 bandes ou billard à 3 bandes, malheureusement. Donc comment savoir si on est un petit peu beaucoup à risque? Eh bien, je dirais la première des choses, c'est bien connaître son périmètre et avoir la connaissance des usages qui sont faits par nos métiers pour les différents logiciels, différentes solutions qui sont utilisées. Donc, c'est tout simplement avoir encore une fois une cartographie. Si vous avez l'occasion de faire des BIA, avoir une approche métier, bah, normalement, vous devriez avoir dans vos chaînes de liaison, dans vos chaînes applicatives, un endroit où va apparaître l'utilisation de cette solution Movit. Voilà. Si vous voulez faire un suivi, de l'évolution des victimes, bah, je vous conseille d'aller voir, le GitHub de Curated Intel et donc c'est derrière, c'est, Bushido Token, William Thomas, qui est, derrière, tout ça et qui met à jour, alors là depuis le mois de début du mois de juillet, il n'a rien fait, mais, il met à jour, assez régulièrement, notamment en allant sur les serveurs de DLS de, Clop pour voir la liste des différentes victimes. Voilà. Heu, je pense qu'il le mettra à jour prochainement. Je suis en contact avec lui et je pense que si à la fin du week-end, il n'y a pas eu de mise à jour, bah, on pousserait certaines pour qu'il puisse, faire ça parce je dirais qu'il manque parfois un petit peu de temps. Mais en tout cas, les 2 liens que je vous recommande largement, hein, le premier c'est, celui de Progress, la page dédiée à la vulnérabilité et le deuxième c'est, le GitHub de Curated Intel et donc de Bushido Token. Donc voilà un premier élément, important. Si vous avez des questions, je les prendrai, tout à l'heure. Je voulais ensuite passer sur un 2e slide, toujours extrait hem, du site de Curated Intel, qui est, finalement la visualisation, la représentation hem, ce qui s'est passé. Donc ça commence tout à fait en bas, donc avec, le 27-29 mai, un certain nombre de vulnérabilités, enfin la vulnérabilité qui est détectée, qui est exploitée pendant le bank holiday et puis on voit que, il y a eu tout un tas d'événements complémentaires qui se sont, produits avec l'exploitation de la vulnérabilité et puis comme on le voit tout à fait à droite, eh bien un certain nombre de victimes qui sont des victimes intermédiaires avec, comme par exemple la BBC, comme British Airways et malheureusement bien d'autres. Et puis à gauche, bien se souvenir aussi de ce que j'ai mentionné rapidement, à savoir les différentes, occurrences de solutions identiques, qui ont été exploitées récemment. Donc, je parlais d'Axelion, tout à l'heure. Il y a aussi, Go Anywhere dont on a beaucoup parlé tout à fait au début de l'année. Il y a eu Papercut et puis il y a eu bien entendu, SolarWinds avec le serveur, FTP, qui a fait, l'objet d'un certain nombre de problèmes. Donc voilà une petite cartographie. Vous retrouvez cette synthèse toujours sur le site de Curated Intel sur le guide. Donc voilà ce premier point. Deuxième point que je voulais aborder, donc il y a, je dirais quelque chose de relativement classique dans ces dessous de la veille que je vous présente mensuellement. Eh bien, c'est la liste des non-exploited vulnerabilities, les KEV, qui sont publiées par la CISA aux États-Unis. Donc là, il s'agit encore une fois, je le répète encore et toujours, parce qu'il y a toujours des remarques, des remontées qui sont faites en disant ah oui, mais vous présentez pas beaucoup de vulnérabilités, etc. Là,
la CISA ne présente que les vulnérabilités qui sont réellement exploitées et sur lesquelles ils ont eu l'occasion de travailler. Donc, toutes les vulnérabilités qui sont mentionnées ici, eh bien, elles ont effectivement fait l'objet d'exploitation et donc derrière un certain nombre de compromissions. Donc quand on regarde un petit peu l'historique, donc ça commence avec début juin, avec très tôt dans le mois, la vulnérabilité à 3462 de Progress Software qui a été mentionnée. Et puis, il y a eu tout un tas de choses. Il y a eu les firewalls, il y a eu Zixel, et puis il y a aussi les NAS de Zixel qui ont fait l'objet d'exploitation. Euh, bon, il y a eu des choses sur Chromium. Il y a eu aussi un autre élément très important qui a été l'élément Fortinet. Il y a de nouveau eu, d'ailleurs, il y a 2 jours, une grosse alerte sur les FortiGate, les firewall de chez Fortinet. Donc là, même chose, hein, un gros point d'intention sur les Fortinet. Il y a quand même un certain nombre d'exploitations et de groupes d'attaquants qui en profitent largement. Et donc les derniers chiffres que je mentionnais il y a 2-3 jours, c'est qu'à peu près 70% des systèmes FortiGate qui sont actuellement connectés sur Internet qui sont vulnérables. Donc tous n'ont pas encore été fait l'objet d'applications de correctifs de sécurité. Donc là, gros point d'attention. Autre point à mentionner, tout ce qui était Roundcube, qui sont des serveurs de messagerie, de webmail. Donc non seulement il y a eu des exploitations un petit peu partout, mais il y a aussi eu des avis du CSIRT gouvernemental ukrainien, parce que bien il y a des groupes d'attaquants qui en ont profité pour trouver un nouveau moyen d'attaquer les sites ukrainiens. Donc un exemple parmi tant d'autres, mais ça montre bien la réactivité de certains groupes d'attaquants. Et puis, dernière chose à mentionner, c'est sans doute tout ce qui concerne les appareils mobiles. Donc, beaucoup de correctifs suite à des exploitations de vulnérabilité sur des environnements Apple et sur des environnements Samsung. Donc, il y a eu 6 avis de sécurité dans les kev sur du Samsung. Il y en a eu 3 sur les environnements Apple. Donc là, encore une fois, il y a eu du lourd. Et puis, il y a aussi eu des effets de bord sur la partie Android. Donc, vous avez peut-être, que vous soyez sur un iPhone ou sur des Samsung ou d'autres systèmes Android, vous avez sans doute vu passer des correctifs. Ce sont des vulnérabilités qui sont réellement exploitées. Donc, encore une fois, attention. Voilà, si je fais une petite synthèse de ce qui s'est passé au mois de juin, donc Movit bien entendu, les firewalls avec du FortiGate, du Fortinet d'un côté, du Zixel de l'autre, tout ce qui était Roundcube, et puis les téléphones avec Apple et Samsung. Et dernier que je peux mentionner, parce que notamment hier, il y a eu une grosse mise à jour de Mozilla concernant Firefox et Thunderbird. Donc, il y en avait déjà eu au milieu du mois, et donc il y en a une de nouvelle. Donc maintenant, c'est la version pour Firefox, la version 115, qui date d'il y a 2 jours, qui est à déployer. Pour les autres, en tout cas, faut à minima patcher. Autre point que je voulais mentionner, et deuxième, je dirais, gros dossier, l'évaluation de la gravité des vulnérabilités. Alors, effectivement, je vous ai déjà parlé de PSS le mois dernier, donc je ne vais pas vous refaire la même chose, hein. Par contre, il s'est passé quelque chose au cours du mois de juin, c'est que on était habitué à avoir la version CVSS 3.1 qui était utilisée depuis pas mal d'années. Eh bien, la version 4 vient de sortir. Elle a été annoncée lors du congrès du FIRST à Montréal au tout début du mois de juin. Donc l'idée, c'était de vous montrer quelles étaient les évolutions dans ces analyses de la gravité de ces vulnérabilités. Donc un slide un petit peu chargé, mais que j'ai voulu en fait essayer de mettre un maximum de choses pour que vous ayez bien la vision globale de tout ce qui changeait. Donc en CVSS 3.0, on avait les groupes classiques, les groupes de métriques classiques, tout ce qui était la partie base, la partie temporalité, et puis la partie environnementale. Parmi les problèmes que l'on trouvait, d'abord il y avait certains trouvaient qu'il y avait trop d'importance qui était accordée à l'exploitation de la vulnérabilité, et qu'il n'y avait pas que ça qui comptait dans la vie, il y avait aussi ce qu'il y avait derrière, les impacts. Donc très gros focus que l'on avait initialement sur effectivement la partie exploitation. Deuxième problème que certains rencontraient, c'est une représentation qui n'était pas tout à fait parfaite des risques réels, et finalement le contexte n'était pas complètement intégré.
Et puis, bah, ça voulait dire aussi que dans certains cas, bah, le champ d'application a été relativement limité, notamment, par exemple, quand il s'agit de parler de tout ce qui est, SCADA, outils et informatique industrielle. Et puis, malgré tout, une certaine complexité, il y a quand même pas mal de paramètres et puis une certaine subjectivité, qui a été, jugée par certains, considérant que les éditeurs, lorsqu'ils évaluaient les niveaux de vulnérabilité, n'étaient pas complètement objectifs et avaient un peu tendance à sous-estimer, le niveau de gravité des vulnérabilités, qui les concernaient. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu un des problèmes qui était rencontré. Néanmoins, il faut qu'on mette réaliste, c'est facile de critiquer et je dirais, on fait partie, d'un pays où on aime bien critiquer justement, mais concrètement, ça rend quand même d'énormes services et ça permet quand même d'avoir une première échelle entre les différents niveaux de vulnérabilité. Maintenant, dans la version 4.0, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ce qu'on a essayé de faire, c'est rajouter beaucoup plus de clarté et de simplicité, de façon à ce que les résultats soient plus compréhensibles et plus facilement compréhensibles. Avoir aussi une plus grande flexibilité et pouvoir s'adapter à différents environnements, à différents contextes. Donc des mesures, qui sont beaucoup plus détaillées et une approche qui est beaucoup plus modulaire. Donc ça permet d'avoir une plus meilleure granularité. Avoir une meilleure représentation des risques, réels, avec des éléments supplémentaires qui sont pris en considération. Je vais vous donner des exemples d'ici quelques instants. Hem, à ajouter les probabilités d'exploitation et de conséquences potentielles d'une attaque qui aurait été réussie. Donc finalement, c'est à matiner un petit peu de PSS dans le CVSS et puis des nouveaux concepts, qui sont comme par exemple, le fait que ça soit automatisable ou pas, la possibilité de récupération après, une exploitation de vulnérabilité et puis la quantité d'efforts qui est nécessaire de déployer pour, atténuer, pour diminuer l'impact, d'une exploitation ou, pour patcher, tout simplement. Donc voilà un petit peu les différents éléments. La partie automatisable étant pour moi personnellement l'une des plus importantes parce que, avoir des vulnérabilités qu'il est complexe, d'exploiter parce qu'il faut faire des choses à la main, et ben, c'est une chose. Maintenant, on voit de plus en plus de vulnérabilités ou de codes d'exploitation qui sont intégrés dans du Metasploit ou dans d'autres solutions, de même nature, qu'il s'agisse de solutions, commerciales ou de solutions open source. Et là, ça fait vraiment un différenciateur net, à savoir que dans la mesure où c'est automatisable et ça a été intégré, eh bien, je dirais n'importe qui télécharge, du Nmap ou qui télécharge, du, Metasploit est capable, d'avoir des actions, très négatives. Et puis quatrième élément, eh bien justement, c'est l'intégration de la partie OT, ICS, informatique industrielle, avec 2 approches, d'une part orientée utilisateur et d'autre part orientée fournisseur. Donc voilà finalement les grandes améliorations. À droite, dans la colonne de droite, bah, j'ai essayé de mettre, un petit peu les différences, le delta qu'il peut y avoir entre les 2. Donc à savoir, d'un côté, la partie, CVSS3 et de l'autre côté la partie CVSS4 avec donc une méthode de notation qui change, des changements aussi dans les différents groupes, et on va le voir juste après, une plus grande clarté, des, paramètres de façon à pouvoir tenir compte des limites justement qu'on avait à 1.3.0 et puis l'intégration du renseignement de la menace, donc un petit peu de threat intel, sur, justement, la menace et sur les considérations environnementales. Ça se traduit finalement par au moins 4 éléments. Premièrement, au niveau temporel, eh bien, ça devient, la partie, threat matrix. La partie remediation level, donc le RL et puis remediation confidence, le RC, eh bien ça disparaît. Et puis il y a une petite évolution, à savoir que l'exploit code maturity, il se transforme maintenant en exploit maturity, donc avec un paramètre qui s'appelle E. Ce qui nous permet en fait en complément, d'avoir finalement 4 niveaux, d'analyse. Le niveau CVSS de base, le niveau CVSS avec la partie, threat intel, le niveau CVSS de base avec la partie environnementale, donc la partie, BE et puis le CVSS global avec la partie de base, la partie menace et la partie donc, threat intel et la partie environnementale.
Et puis dernière chose que je voulais mentionner, c'est l'ajout de quelques éléments et de quelques métriques, complémentaires, qui, eux, n'affectent pas le BTE, à savoir la partie, safety, donc que j'ai évoqué tout à l'heure avec la partie informatique industrielle, la partie, automatisable, l'automatisation, la partie donc de récupération, de recovery, hem, la valeur de l'importance et la densité de soit de la vulnérabilité, soit des modes d'attaque. L'effort pour répondre à, je dirais à l'existence d'une vulnérabilité et puis, les efforts, je dirais le niveau de d'urgence, apporté par le fournisseur. En gros, c'est, dans combien de temps est-ce qu'on va se prendre la vague? Dans combien de temps est-ce qu'on va se prendre l'attaque? Et donc l'effort qui sera fait par le fournisseur pour sortir rapidement un correctif. Alors ça, effectivement, c'est un paramètre qui a commencé à faire un petit peu, parler. On se souvient, par exemple, avec Log4j, des différents efforts qui ont été faits par Microsoft pour sortir en urgence un correctif et puis après, finalement, on se rendait compte que le correctif n'était pas complet et qu'il y en avait un nouveau qui sortait et donc ça donnait lieu à un certain nombre d'allers-retours malheureusement. Mais globalement, en tout cas, ce paramètre existe et ça permettra, sans doute, au moins d'intégrer la capacité de réaction et de réactivité, nos, différents, éditeurs et fournisseurs de solutions. Voilà. Voilà donc pour cette partie CVSS 4.0. Donc en complément de la partie EPSS du mois précédent, eh bien je pense que là, vous devriez avoir une bonne vision sur finalement ce qui nous attend et comment est-ce qu'on va pouvoir de façon, le plus objective possible, avoir une bonne perception du niveau de sécurité et du niveau de gravité des différentes vulnérabilités qui sont détectées. Bah, finalement, l'étape d'après, ça serait essayer de faire un petit peu utiliser sa boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Eh bien justement, c'est un petit peu le cas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a dans le cadre du FIRST, vous allez avoir un technical colloquium, donc une petite conférence de 2 jours qui va se passer, fin septembre, où justement on va essayer de, passer en revue et d'analyser ensemble un petit peu le contexte de ces vulnérabilités et ce qu'on peut faire. Donc, lors de cette, conférence, donc l'appel à commentaires vient d'être ouvert, hein. Vous avez tout le mois de juillet, si vous avez des idées sur la question, vous avez le lien en bas à droite. Lors de cette conférence, en fait, l'idée, ça va être de se dire, bah, voilà, on était dans une situation où on était, tous à travailler un petit peu en ordre dispersé. Il y en a certains qui mesuraient, qui identifiaient, qui comptaient, qui cataloguaient, qui mettaient des numéros, CVE par exemple, sur les différentes vulnérabilités. Il y en a d'autres qui essayaient de voir un petit peu quelle était l'évolution des groupes d'attaquants et donc voir où est-ce que pouvaient apparaître les nouvelles vulnérabilités, par secteur ou par type de produit, par exemple, et puis la probabilité qu'elles soient exploitées avec le PSS. La partie, CPE ou CWE avec les weaknesses ou avec, la partie, énumération, et puis, la partie donc, d'aide à la décision avec, ces fameux CVSS, le SSVC, le SBOM. Donc, vous avez à droite, la liste justement de tous ces sigles, avec, encore une fois des liens qui sont cliquables, qui vont vous permettre de retrouver, plus de détails là-dessus. Mais voilà un petit peu les différents thèmes qui vont être abordés lors de cette conférence et donc, essayer d'anticiper un petit peu sur le coup d'après. Voilà. Et puis, bah, je vous ai mis en bas un petit peu la liste des thèmes, auxquels, on a pensé et pour lequel le comité de programme attend des solutions. Donc voilà un petit peu l'objet de cette conférence, toujours dans cette lignée, CVE, CVSS, EPSS, et donc et puis derrière, bah, je dirais la partie, SSVC. Voilà, de toute façon, lors des dessous de la veille de début octobre, bah, je vous ferai un petit retour. Alors je me rends compte que j'ai fait une petite erreur, ce n'est pas septembre 2024, mais c'est bien septembre 2023, donc il y a une petite coquille dans le slide qui sera corrigée. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire pour ce mois-ci. Donc, bah, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous, le mois, prochain, sauf que le mois prochain, c'est le mois d'août et qu'il y aura pas de sous la veille. Donc en fait, c'est pas le mois prochain, ça sera, le mois d'après, ça sera donc le jeudi, 7 septembre à, 18 h. Et puis, bah, vous avez ici la liste des différents, et des prochains rendez-vous, auxquels, vous êtes conviés.
Voilà, je vais regarder maintenant dans le chat s'il y a des questions, pour essayer d'y répondre. Donc Pascal Marie: «La proposition de cartographie des usages ne me paraît pas vraiment réaliste». Alors, permettrait de pas être complètement d'accord avec vous, pas réaliste, si, difficile, oui. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous et on le voit bien quand on fait des analyses de risque, quand on fait des BIA, quand on travaille sur des projets de résilience. C'est vrai que ce n'est pas simple, mais quelque part, ne serait-ce qu'en traitant ces problématiques justement de résilience ou alors, lorsque vous voulez, avoir une approche de type, BCP, voire DRP, vous avez quelque part, besoin d'avoir cette cartographie des usages pour savoir finalement quels sont ceux qui sont, critiques, qui doivent être, traités ou pour lesquels des solutions de contournement doivent être mises en œuvre. Donc voilà, donc c'est pour ça que oui, je suis d'accord, c'est pas facile, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est important à faire et je dirais notamment dans le cas, de déjà de la vulnérabilité sur Movit, c'est peut-être quelque chose que, vous pouvez commencer à faire et voir finalement le niveau de difficulté que ça peut représenter pour vous et voir derrière et bien, ce que sera envisageable de faire. Donc voilà. Que dire d'autre? Eh bien écoutez, pour moi, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Non, je n'en vois pas. Bah, écoutez, s'il n'y en a pas, je vous donne donc rendez-vous le jeudi, 7 septembre, à 18 heures pour le prochain épisode des Dessous de la veille. Et puis, comme d'habitude, vous pourrez retrouver, les slides, avec la typo que j'aurais corrigée, sur, le lien et vous pourrez retrouver aussi, le replay de cette présentation. Voilà. Ah, quelqu'un qui est en train de d'écrire quelque chose, ça va être Jean-François Dindar. C'est merci. OK, écoutez, merci à vous aussi et puis, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous donne rendez-vous pour le jeudi 7 septembre. Merci. Au revoir. Merci à vous d'avoir participé.